De John Locke à Javier Milei, en passant par Ayn Rand et Friedrich Hayek, l'histoire du libertarianisme est celle de l'aversion pour l'autorité de l'État, tant dans l'économie que dans notre vie privée. Aujourd'hui, on vous propose de remonter dans le temps et de découvrir l'incroyable histoire du libertarianisme. Bonjour à tous, vous êtes sur le Média Libre, le média qui parle de liberté. Le libertarianisme est un dérivé du libéralisme classique. En réalité, les idées défendues par les libertariens trouvent leurs racines en Europe, notamment au XVIIIe siècle, lors de la Révolution anglaise avec des penseurs comme John Locke, ou encore en France au XIXe siècle avec Frédéric Bastiat ou encore Alexis de Tocqueville. Mais le libertarianisme emprunte aussi à l'anarchisme. On peut notamment citer Pierre-Joseph Proudhon, toujours au XIXe siècle. Bien qu'il soit connu pour être le penseur du socialisme libertaire non étatique et qu'il était anti-propriété privée, il disait, je cite, « La liberté est anarchie parce qu'elle n'admet pas le gouvernement de la volonté, mais seulement l'autorité de la loi, c'est-à-dire de la nécessité. » Comme autre anarchiste précurseur, on peut citer Benjamin Tucker, le principal partisan de l'anarchisme individualiste au XIXe siècle aux États-Unis qui lui reconnaissait la propriété privée. Les anarcho-individualistes américains se déchirèrent autour du droit naturel, dont l'un des fervents défenseurs était Lysander Spooner. Ses écrits inspirèrent fortement l'idéologie libertarienne un siècle plus tard. Pour lui, les individus ont des droits que seuls des contrats librement consentis peuvent limiter. L'État n'étant pas fondé sur de tels contrats, il n'est donc pas légitime. Fin 19e, Karl Menger publia Principles of Economics, un ouvrage fondateur de ce que l'on appelle l'école autrichienne de l'économie, qui est une école de pensée économique qui se fonde sur l'individualisme méthodologique et qui rejette l'intervention de l'État. Elle a eu peu d'adeptes du vivant de Menger, mais elle a pu survivre en étant transmise par de petits érudits de génération en génération, comme nous le verrons par la suite. Au début des années 30, les démocraties libérales prédominent, à l'exception de pays comme l'Allemagne ou l'Italie. Sauf que la Grande Dépression arriva et plongea beaucoup d'Américains dans le doute, les amenant à remettre en question leur système politique et ses fondements. Franklin Roosevelt mit en place le New Deal, une politique économique interventionniste. Une partie des conservateurs américains y étaient opposés, notamment ceux que l'on regroupe sous le terme de vieille droite américaine. C'était principalement des républicains, même s'il y avait quelques rares démocrates conservateurs du Sud, qui étaient antisocialistes et isolationnistes. La vieille droite en tant que mouvement organisé a disparu, mais de nombreuses idées similaires se retrouvent parmi les paléoconservateurs et les paléo-libertariens. Mais n'allons pas trop vite. James W. Fifield Jr. était un ministre de l'église protestante américaine, qui dirigeait la First Congregational Church. Il était opposé au mouvement de gospel social et créa la Mobilization for Spiritual Ideas, abrégé en Spiritual Mobilization. C'était une organisation politico-religieuse, dont l'idéologie fut décrite des années plus tard comme étant du libertarianisme chrétien. Par exemple, une formule souvent utilisée par Fifield et son organisation était Freedom Under God. L'organisation avait aussi son propre journal, le Faith and Freedom, et diffusait aussi une émission de radio à travers tout le pays, The Freedom Story. La Spiritual Mobilization a eu un impact sur les premiers mouvements libertariens. Ludwig von Mises est un économiste autrichien et un auteur majeur de l'école autrichienne de l'économie. Ayant des origines juives, il quitta le pays face à la montée du nazisme et partit d'abord en Suisse puis aux États-Unis. Son œuvre principale est Human Action, un traité d'économie paru en 1949. Il inspira notamment Friedrich Hayek, un autre économiste autrichien, son œuvre la plus célèbre étant La route de la servitude. Le travail de Mises et Hayek a profondément influencé le mouvement libertarien, au moins sur l'économie. En 1943, Isabel Patterson, Rose Wilder Lane et Ayn Rand publièrent respectivement The God of the Machine, The Discovery of Freedom et The Fountainhead, ou en français La source vive pour Ayn Rand. Trois ouvrages majeurs dans le fondement de la pensée libertarienne. C'est pour cela qu'on les surnomme les trois mères fondatrices du libertarianisme. En 1946, Leonard E. Read fonda la Foundation for Economic Education, un groupe de réflexion économique américain et laboratoire des idées libertariennes. Read travaillera brièvement avec Lane et Rand, même si celle-ci s'en éloignera. Vous vous rappelez de la Spiritual Mobilization ? James Fifield Jr. prit sa retraite en 1954. Il fut remplacé par un certain James Inge Preston, qui lui avait une vision très différente. En effet, pour lui, la religion c'était des balivernes, et déclara qu'il était là non pas en tant que prêtre, mais en tant qu'avocat et libertarien, avec donc pour but de protéger la libre entreprise et non pas de promouvoir le Christ. Le mouvement fut donc abandonné par sa base chrétienne, et ironiquement, l'organisation perdit peu à peu de son influence au sein du mouvement libertarien. Nathaniel Blumenthal, devenu ensuite Brandon, est un Canadien qui découvrit Ayn Rand. Il travailla avec elle sur sa philosophie, l'objectivisme. Tous deux partirent pour New York et rencontrèrent là-bas Mises, qui décrivit alors Ayn Rand comme étant l'homme le plus courageux des États-Unis, une formule qui plut à cette dernière.
Brandon et Rand formèrent ce qu'ils appelèrent, un petit peu ironiquement, le collectif. Et en 1957, Ayn Rand publia Atlas Shrugged, ou en français, La Grève. Ce roman a eu un énorme succès aux États-Unis. Il est encore aujourd'hui considéré comme le livre le plus influent par les Américains, derrière la Bible. Rand et Brandon fondèrent le NBI, le Nathaniel Brandon Institute, ayant pour objectif de diffuser la philosophie objectiviste lors de conférences. Murray Rothbard est né en 1926 dans une famille d'immigrés juifs polonais du Bronx. À la base membre du Parti républicain américain et adepte de la vieille droite, il découvrit l'école autrichienne de l'économie et partit à l'université de New York pour travailler avec Leonard Reed. C'est à ce moment-là qu'il développa sa méfiance envers l'État, même minimal. Si une communauté justifie un petit État, qu'est-ce qui les empêche d'être d'accord avec un plus gros État? Rothbard, l'anarcho-capitaliste, était né. Ses premiers écrits furent publiés dans le Faith and Freedom ou encore dans le National Review. Et d'ailleurs, les lecteurs du Faith and Freedom furent choqués par ses positions anti-guerre. Il le prenait même pour une sorte de gauchiste. Il créa le cercle Bastia en 1953, et en plus de cela devint membre du collectif de Ayn Rand. Même s'il était un petit peu déçu que sa philosophie n'aille pas jusqu'au bout pour devenir anarchiste. Rand eut tout de même une influence sur lui en l'introduisant à la philosophie éthique. Mais il y avait des tensions entre elle et lui, notamment sur la religion, ou sur le fait qu'elle ne voulait pas être associée au courant libertarien. Rothbard finit par quitter le collectif pour créer sa propre philosophie politique en 1959. L'anarcho-capitalisme. Il garda de Rand l'aspect déontologique de sa philosophie, c'est-à-dire justifié car étant le système le plus moral, quelle que soit son efficacité. Mais Rothbard s'intéressait aussi à sa mise en pratique. C'était d'ailleurs un économiste de l'école autrichienne. Ayn Rand et Nathaniel Brandon, qui entretenaient une relation extra-conjugale, se séparèrent. Et ceci mit un coup de frein au mouvement objectiviste. Au même moment, la FEE perdait aussi en puissance. Et comme on l'a vu précédemment, il en était de même pour la Spiritual Mobilization. On peut dire que les années 60 commençaient plutôt mal pour le libertarianisme. En 1960 fut créée la Young Americans for Freedom, une coalition entre les étudiants conservateurs et libertariens. La YAF était à cette époque le mouvement conservateur étudiant le plus important aux États-Unis. Ainsi, beaucoup de jeunes libertariens y allaient pour promouvoir la liberté, mais étaient généralement déçus par les positions pro-guerre et d'un certain conformisme social pro-big business des conservateurs américains. La YAF se divisa en deux mouvements. Le principal, qui était le plus conservateur et traditionnaliste, appelé aussi les Trads, et un autre, plus petit, plus libertarien radical, appelé les Rads. Rothbard, de son côté, commença à douter de l'alliance entre les libertariens et les conservateurs, notamment autour de la question de la guerre du Vietnam. Il voulait que les Rads forment leur propre organisation étudiante plutôt que d'espérer prendre le pouvoir de la YAF. Il se dit que le libertarisme prenait ses racines dans la gauche anarchiste, comme on a pu le voir, et que par conséquent, les libertariens de l'ancienne droite seraient mieux adaptés à une alliance avec l'anti-autoritarisme de la nouvelle gauche américaine. La nouvelle gauche est un mouvement politique qui a émergé de la contre-culture des années 60 aux USA. Elle militait pour des modes de vie alternatifs et était portée sur des questions sociales telles que le féminisme, le droit des personnes homosexuelles et les réformes des politiques sur les drogues. Ainsi, avec des anciens du cercle Bastia, Rothbard lança un journal en 1965, le Left and Right. Certains de ses écrits étaient même publiés dans des journaux de gauche, et le mouvement libertarien revit un peu à la fin des années 60. En 1969 eut lieu à Saint-Louis la convention de la YAF. Les tensions entre les libertariens et les conservateurs montèrent d'un cran, et un libertarien monta sur scène pour brûler une carte de conscription. Une pratique de l'époque qui était un signe de contestation de la guerre du Vietnam. Les Trads pétèrent un câble, il y eut carrément des confrontations physiques. Les Rads étant minoritaires, ils prirent un peu une raclée et quittèrent la YAF. Cet événement renforça les liens entre les jeunes libertariens maintenant sans organisation. Et plus tard, certains furent parmi les membres fondateurs du Parti libertarien américain. De plus en plus de libertariens s'étaient joints à Rothbard autour de son idée d'alternative droite-gauche libérale. Cette nouvelle alliance fut nommée la Radical Libertarian Alliance, avec pour slogan « La guerre c'est le meurtre, la taxe c'est le vol, la conscription c'est l'esclavage et le gouvernement c'est le chaos ». En octobre 1969, pas longtemps après la convention de la YAF, Rothbard organisa la première conférence libertarienne. Mais celle-ci non plus ne se passa pas super bien, et Rothbard mit fin au projet d'alliance entre les anarchistes de gauche et de droite. Murray Rothbard publia en 1971 For a New Liberty, The Libertarian Manifesto. La même année, David Nolan, qui avait vécu ou survécu à la bataille de la Convention de YAF en 1969, créa le Parti libertarien américain avec d'anciens membres du Parti républicain, eux aussi opposés aux idées des nouveaux conservateurs, ainsi que d'anciens démocrates. En 1972 eut lieu la première convention nationale du Parti libertarien, et il fut nommé le premier candidat à l'élection présidentielle du parti, Josh Hospers, un ancien associé d'Ayn Rand, avec comme colistière Theodora Nathan. Ils eurent des bulletins uniquement dans l'état de Washington et au Colorado, donc forcément ils finirent à la 10e position avec seulement 0,1
0,003% des votes. Mais déjà, aux élections d'après, le parti remonta en 4e position, et depuis il oscille entre la 5e et la 3e place. Carrie Johnson a tout de même eu 3,28% des voix au niveau national lors des élections de 2016, ce qui nous paraît peu, mais pour un pays avec un système biparti comme les USA, c'est en fait énorme. En 1974, les accords de Dallas stipulèrent que le parti libertarien était une alliance entre les anarchistes et les minarchistes. La même année, Murray Rothbard créa avec Charles Koch et Ed Crane le Charles Koch Foundation, qui devint par la suite le Cato Institute, un think tank libertarien très influent aujourd'hui. Certains libertariens furent eux opposés à la création d'un parti politique avec des ambitions électorales. Ce fut le cas d'Edward Cockин III, qui en réaction à la création du parti libertarien créa le mouvement agoriste. On avait déjà parlé de ce mouvement dans la vidéo Bitcoin et politique. Le mouvement libertarien est devenu de plus en plus important aux USA, et ce malgré la disparition de beaucoup de membres fondateurs ou influents, dont Ayn Rand qui décéda en 1982. La même année, Rothbard créa avec Lou Rockwell et Ron Paul le Mises Institute, une organisation universitaire libertarienne destinée à l'enseignement et à la recherche en philosophie politique et en économie. Ron Paul est devenu d'ailleurs un libertarien influent, et fut d'ailleurs candidat pour le parti libertarien en 1988. On peut aussi citer Hans Hermann Hoppe, lui aussi très influent dans le mouvement libertarien actuel. En 2001 fut créé le Free State Project, un projet politique de regroupement libertarien dans le New Hampshire. On en parle dans la vidéo sur les expériences libertariennes qui arrive très vite. Ron Paul, lui, se présente à 2 reprises aux primaires du Parti républicain, en 2008 et 2012. Même s'il ne les gagne pas, il fit parler de lui et du libertarianisme. En 2008 est créé le Parti libertarien russe. Et en 2009, en Allemagne, le Parti de la Raison, qui est lui aussi un parti libertarien. En 2015, la République du Liberland fut proclamée par Vít Jedlička, sur un bout de territoire situé sur la rive ouest du Danube, à la frontière entre la Croatie et la Serbie. On a consacré une vidéo tout entière dessus, je vous invite à aller la voir. En 2016 est créé le Parti libertarien français, le PLIB. Et en 2019, c'est le Parti libertarien argentin qui voit le jour. Aujourd'hui, en dehors des partis ou mouvements politiques, ce sont aussi des hommes d'affaires qui essaient de propager les idées libertariennes. Dans la Silicon Valley, on peut citer Peter Thiel, ou dans une moindre mesure Elon Musk, qui est devenu malgré lui un porte-étendard du mouvement alors qu'il ne s'en réclame même pas. Le Mises Institute et le Cato Institute, de leur côté, sont encore très influents dans les sphères libertariennes. Mais le dernier événement libertarien marquant est sans aucun doute l'élection de Javier Milei en Argentine en 2023. Cette victoire a, je pense, ravivé la flamme du mouvement libertarien dans le monde. En tout cas, on entend même parler en France alors que c'était jusqu'alors marginal. Et je pense qu'on entend aujourd'hui de plus en plus de discours libéraux dans le monde, au moins dans les partis de droite. Si ce n'est pas le cas, c'est à nous de saisir l'occasion et c'est ce qu'on fait avec le Média Libre. Cette vidéo est inspirée de 2 vidéos de la chaîne de Call Me Ezekiel, elle-même inspirée du livre de Brian Doherty, Radicals for Capitalism, l'histoire du mouvement libertarien américain moderne. Les sources sont en description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Moi je vous dis à la prochaine, c'était le Média Libre, le média qui parle de liberté.